Dans les œuvres de science-fiction, les sondes spatiales sont souvent sujettes à des disparitions mystérieuses. Les auteurs utilisent souvent la technique de l'Uchronie, qui consiste à faire croire que les agences spatiales étaient au courant d'un truc qui a foiré, mais qui n'ont rien dit au grand public. Eh bien aujourd'hui, je vais vous raconter la fois où c'est arrivé en vrai, et où l'explication est tellement inattendue que la NASA a mis des semaines à l'avouer au monde entier. Parler de sondes qui ne sont jamais revenues ou qui ont perdu le contact avec la Terre, c'est sûr, c'est un sujet plutôt intéressant. L'exemple le plus probant est celui de Phobos 2, une sonde soviétique qui s'est approchée de Phobos, l'une des lunes de Mars, et qui a mystérieusement disparu. Et forcément, les sites conspirationnistes en ont bien profité pour être inspirés et raconter un peu tout et n'importe quoi sur cette étrange affaire. Mais les ingénieurs soviétiques n'ont pas spécialement grand-chose à se reprocher. Disons qu'on ne pouvait pas prédire ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, on est pratiquement sûr qu'il s'agit là d'une panne de l'ordinateur de bord. C'est malheureux, mais ça arrive. Sauf que là, l'histoire que je vais vous raconter est difficilement plausible. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, j'en ai déjà parlé dans un ancien épisode, qui est plutôt passé inaperçu et surtout en format anecdote. Je me suis pas attardé sur les détails. Eh ben, je vais le faire aujourd'hui. J'attaque la version longue. Dans les années 1990, l'exploration martienne est plutôt compliquée. La NASA vient à peine de digérer le cuisant échec de sa sonde Mars Observer, un orbiteur très lourd et très cher et qui a perdu le contact avec la Terre 3 jours avant d'arriver vers la planète rouge. L'agence doit alors repenser son programme d'exploration et c'est comme ça que sera créé Mars Surveyor. Le Congrès américain s'attend évidemment à ce que ce programme soit une franche réussite. Le principal projet de Surveyor sera 2 nouveaux orbiteurs, moins lourds et moins chers. Mars Global Surveyor d'un côté, et de l'autre Mars Climate Orbiter. Aujourd'hui, on va uniquement s'intéresser à la deuxième sonde, que l'on va appeler MCO. C'est plus pratique. Et comme son nom l'indique, cette sonde a pour objectif d'analyser le climat et l'atmosphère de Mars. MCO sera lancé en décembre 1998 par un lanceur Delta II. Seulement, sa médiatisation sera plutôt limitée, puisque dans la même période, le module américain Unity va s'amarrer avec le module russe Zarya, en orbite basse terrestre, à 400 km d'altitude, ce qui va créer la Station Spatiale Internationale. Donc forcément, l'orbiteur y passe plutôt inaperçu. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas. Le Congrès mise beaucoup sur cette sonde. Mars Global Surveyor a été une franche réussite jusqu'en 2006, en espérant que sa petite sœur ait le même succès. Aller vers Mars, ça prend du temps. Beaucoup de temps. Plus de 9 mois. Et le voyage n'a pas été de tout repos puisque la sonde a dû plusieurs fois corriger sa trajectoire. Sinon, dans le cas contraire, elle filait tout droit vers une orbite solaire. S'approcher de Mars est un exercice très difficile, quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive. Mais quelques semaines avant sa destination, les données de la sonde sont plutôt rassurantes. Lorsqu'une sonde arrive près d'une planète, il faut qu'elle freine pour se mettre en orbite, sinon elle se contente simplement de dire bonjour et de repartir. MCO doit donc attendre d'être au plus près de Mars pour pouvoir freiner et ainsi se mettre en orbite. Prenons un exemple. Voici une orbite elliptique autour d'une planète. Le moment où vous êtes au plus près s'appelle le périapside, c'est ici. Et l'endroit le plus loin, c'est l'apoapside, c'est là. Et pour Mars Climate Orbiter, le périapside est prévu à 226 km de Mars. 226 km. C'est pas mal, c'est en orbite basse. C'est ni trop près ni trop loin. Tout va bien. Ou presque. Quelques jours seulement avant d'arriver à destination, les ingénieurs se rendent compte que la sonde s'approche beaucoup plus près que prévu. Au lieu de passer à 226 km, MCO va passer à 110 km. Ce qui est plutôt limite, parce que les risques d'une défaillance augmentent. Ça reste néanmoins acceptable. Le 23 septembre 1999, c'est le jour J. La sonde arrive à proximité de la planète rouge. Sa mise en orbite est un véritable défi puisqu'elle doit s'opérer dans l'ombre de Mars. Alors dit comme ça,
c'est sûr, c'est pas très impressionnant. Dans l'ombre de Mars, il fait juste nuit quoi, c'est tout. Sauf que l'ombre de Mars, à cette période de l'année, c'est aussi être derrière Mars par rapport à la Terre. Ce qui fait que pendant la mise en orbite, la sonde ne peut pas communiquer avec la NASA. Elle ne peut pas envoyer des données en continu. Il faut alors s'attendre à un silence radio pendant plusieurs minutes. Et ces minutes-là, elles comptent et elles sont longues. Et lorsque la sonde redevient visible depuis la Terre, elle peut continuer à envoyer des données. Sauf que ce fameux signal, il ne viendra jamais. MCO ne donnera plus aucun signe de vie. Plusieurs heures après le passage dans l'ombre de Mars, les ingénieurs sentent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Le spectre de l'échec plane encore sur la NASA. Les ingénieurs ont commencé à chercher des explications. La première et la plus plausible à l'époque, c'était de considérer que la sonde ne pouvait plus communiquer, ou en tout cas refusait de le faire avec la Terre à cause d'une avarie, mais qu'elle est toujours en orbite. C'est probable, sauf que plusieurs jours après l'incident, on n'a toujours aucun signe de vie. MCO est alors considéré comme définitivement perdu. Une commission d'enquête est immédiatement créée et les ingénieurs revoient en détail les dernières données envoyées par la sonde. Et là, ils vont faire une découverte plutôt inattendue. Et ça va pas jouer en leur faveur. Alors, qu'est-ce qui a bien pu échouer? Comment se fait-il que la sonde s'est approchée 2 fois plus près de Mars que prévu? Est-ce qu'elle était influencée par quelque chose? La NASA aimerait bien avoir ce genre d'explication improbable. Mais la raison est beaucoup plus simple et beaucoup plus surréaliste. Voici une carte du monde avec comme code couleur l'adhésion de chaque pays au système métrique. Les pays en noir sont ceux qui utilisent le système anglo-saxon. Vous commencez à piger le truc ou pas? Depuis les débuts de l'exploration spatiale, dans l'espace, on utilise toujours le système de mesure métrique et le système international des poids et mesures. Même la NASA, agence américaine, pays en noir sur la carte, utilise ces mesures, parce que c'est simple, harmonieux, efficace, et qu'à l'heure de la collaboration internationale, il faut bien s'adapter. Et c'est pareil pour la force. En physique, la force, c'est une unité secondaire du système international de poids et mesures, et elle s'exprime en newton. Oui, comme Isaac Newton. D'ailleurs, c'est en hommage à ce scientifique. Et pour mesurer une force ou une impulsion, on parle de newton par seconde. Sauf que les anglo-saxons, eux, ils utilisent le livre force par seconde. Truc que personne n'utilise. Et il est là le problème. Les ingénieurs qui ont conçu un des logiciels se sont basés sur le système anglo-saxon. Ils ont fait en sorte que la sonde mesure les données de la poussée de ses propulseurs en livre force par seconde. Sauf qu'au centre de contrôle, à la NASA, personne n'était au courant. Et on interprète les données en newton par seconde. Il faut environ 4,5 newtons pour arriver à une livre force. Ce qui fait que toutes les données reçues depuis le début de la mission ont été surestimées d'une valeur de 4,5. En fait, à chaque fois que la sonde corrigeait la trajectoire, les ingénieurs au sol pensaient que c'était réglé. Sauf que non, la trajectoire n'était toujours précisément pas la bonne. Et donc, en ce 23 septembre 1999, au lieu de passer à 110 km, ce qui était déjà plutôt limite, la sonde est passée à 50 km de Mars. Sauf que c'est tellement proche que l'atmosphère commence à devenir suffisamment dense pour disloquer la sonde, parce qu'elle n'a pas de bouclier thermique, c'est pas un atterrisseur. Ainsi périt Mars Climate Orbiter, et c'est pour cette raison qu'elle n'a plus donné de nouvelles ensuite. Les mecs, ils se sont pas trompés sur les calculs, ils se sont trompés sur le système de mesure à adopter, et personne n'est allé revérifier ensuite pendant toute la mission. Non, franchement, c'est du haut niveau. MCO est encore aujourd'hui considéré comme l'un des échecs les plus évitables de l'histoire de l'exploration spatiale, toute agence confondue. Bon ok, c'était pas à cause des extraterrestres ou un truc du genre, mais quand même, avouez que la raison est tout aussi surréaliste. Le rapport sera achevé dès le mois d'octobre, mais la NASA mettra plus de 4 mois à divulguer ça dans la presse en février 2000. Pourquoi? Parce que le livre force par seconde, c'est dur à avouer. Le pire, c'est que Daniel Goldin, l'ancien directeur de la NASA dans les années 90, avait mis en place un slogan pour les missions futures. Faster, better, cheaper. Littéralement,
plus rapide, plus efficace, moins cher. Ouais, c'est réussi. Cet échec mettra en cause la crédibilité de la NASA dans l'exploration spatiale et actera la fermeture du programme Surveyor. Mais tout n'est pas acheté pour autant. En effet, la sonde Mars Global Surveyor, la première du programme, a été une franche réussite, jusqu'en 2006. Et depuis le temps, la NASA s'est quand même bien rattrapée en envoyant notamment Pathfinder, mais aussi 3 rovers, Opportunity, Curiosity et Perseverance, dont 2 sont encore en mission, et dont les résultats sont à la hauteur de l'ambition des projets. Dans un autre épisode, je vous raconterai peut-être l'histoire du vol 501 d'Ariane 5, qui se solda par un échec relativement similaire. Mais ça ne va pas empêcher Ariane 5 de devenir ensuite l'un des lanceurs les plus efficaces de toute l'histoire de l'exploration spatiale. Morale de l'histoire, n'oubliez pas que l'échec peut aussi être salvateur. Et aussi qu'il ne faut pas utiliser le livre force par seconde pour mesurer la poussée des propulseurs de votre sonde spatiale. Ça vous permettra d'économiser quelques centaines de millions de dollars. En attendant, vous pouvez toujours aider au référencement de ma vidéo, en vous abonnant à ma chaîne YouTube, en mettant un petit pouce bleu, en partageant mon travail s'il vous plaît, et surtout en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. À la prochaine!